Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler assurance vie et des clauses bénéficiaires. Alors, vous allez me dire que nous avons déjà traité ce sujet avec Aude Blas dans la précédente émission. C'est exact, mais il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler toujours sur ce sujet de la possibilité de démembrement avec mon invité, Basile Dio. Bonjour Basile. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir. Donc Basile, tu es ingénieur patrimonial, tu travailles pour la société La Bienveillance Financière. Est-ce que tu peux te présenter et rapidement présenter ce que tu fais ? Bien sûr. Bon, je m'appelle Basile Dio, donc je suis ingénieur patrimonial au sein de La Bienveillance Financière depuis maintenant 4 ans. Et mon travail, c'est d'accompagner nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, experts comptables, notaires, dans la rédaction, l'élaboration d'études patrimoniales pour leurs clients. Donc on travaille surtout avec des cabinets de gestion de patrimoine qui n'ont pas d'équipe d'ingénierie patrimoniale en interne. Et donc on fait de l'ingénierie patrimoniale externalisée. C'est-à-dire que le client sollicite son conseiller, il a besoin d'une étude patrimoniale sur un sujet très précis. Son conseiller fait appel à nous et nous rédigeons ensemble une étude patrimoniale qui est adaptée aux besoins de son client pour atteindre ses objectifs. Donc les études patrimoniales, en quelques mots, c'est sur la transmission, c'est sur, par exemple, je pensais au pacte du trade dont on a parlé dans une précédente émission, c'est ce genre de choses. Oui, c'est ça. Bon, nous on intervient beaucoup sur la transmission parce que c'est un sujet qui peut paraître un peu technique, parce que c'est beaucoup de droits civils et droits fiscaux, mais on intervient également sur des sujets d'optimisation de la rémunération des dirigeants, de réduction d'impôts, d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite. On n'a pas de sujets sur lesquels on ne peut pas aller. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Donc, alors revenons à notre sujet du jour. Donc, on va parler d'assurance vie et de la façon dont on peut transmettre son patrimoine au mieux. Donc, comme je l'ai déjà cité, on a déjà parlé de la possibilité d'actionner des clauses à option dans la dernière émission avec Aude Blas. Et aujourd'hui, on va compléter ce sujet avec la possibilité d'utiliser des clauses bénéficiaires en démembrement. Et donc, ma première question, toute simple, à quoi ça sert, les clauses bénéficiaires en démembrement ? Déjà, il faut comprendre que la très grande majorité des clauses bénéficiaires d'assurance vie, donc les clauses bénéficiaires, c'est les clauses du contrat qui désignent le bénéficiaire en cas de décès, donc celui qui reçoit les capitaux en cas de décès de l'assuré. La grande majorité de ces clauses bénéficiaires, c'est ce qu'on appelle la clause standard. Donc c'est de dire, la personne qui recevra le capital, ce sera mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers. Donc c'est toujours des clauses en pleine propriété, et souvent à destination du conjoint en premier lieu. Le problème de cette clause, ou les problèmes de cette clause standard, c'est que si je suis remarié, j'ai une nouvelle épouse et j'avais des enfants de ma précédente union, le fait de lui verser ces capitaux en pleine propriété fait qu'à son décès à elle, mes enfants de ma première union ne recevront pas le patrimoine que je lui ai transmis. Donc, d'une certaine manière, je déshérite un petit peu mes enfants en faisant ça. Un autre problème qu'on peut avoir sur ce type de clause standard, c'est le fait que souvent on vend l'assurance vie en disant ça optimise votre impôt de succession. En cas de décès, vos enfants auront des avantages fiscaux sur l'assurance vie. Et pour autant, on met en bénéficiaire du contrat le conjoint. Et le conjoint, il faut savoir qu'il est exonéré, que ce soit en assurance vie ou en succession, il ne paye jamais d'impôt sur ce qu'il reçoit. Donc lui transmettre un compte courant ou un contrat d'assurance vie, d'un point de vue fiscal, ça n'a aucun impact. Donc la clause bénéficiaire démembrée, c'est une réponse à ces problématiques de la clause standard. C'est une clause qui permet de protéger son conjoint en lui transmettant les capitaux, tout en conservant certains avantages fiscaux de l'assurance vie et certains avantages de la succession, donc la protection de mes enfants d'un autre lit d'une précédente union. D'accord, donc si je comprends bien, on fait bénéficier à son conjoint
de la succession, mais aussi des avantages fiscaux pour les enfants, en utilisant ce stratagème. C'est ça. Très concrètement, il y a plusieurs types d'utilisation du démembrement dans les clauses bénéficiaires. Donc le démembrement, c'est le fait de séparer l'usufruit de la propriété. L'usufruit, c'est l'usage et les fruits, c'est le fait de pouvoir jouir de son argent. Et la propriété, c'est la propriété de quelque chose sans en avoir la jouissance. Donc l'utilisation du démembrement dans une clause bénéficiaire, il y a plusieurs utilisations. Je dirais que la moins utilisée, c'est le fait de simplement dire les capitaux seront répartis entre le conjoint et les enfants au prorata du barème fiscal de l'usufruit et de la propriété. Donc c'est un barème qui se trouve dans le Code général des impôts et qui dit plus l'usufruitier est âgé, moins la valeur de l'usufruit sera importante et plus la valeur de la propriété sera importante. Ce qui permet de faire une chose qui est de dire plus mon conjoint sera âgé, moins il recevra d'argent, parce que peut-être qu'il aura moins de besoins ou moins d'horizon temporel pour utiliser cet argent. Bon, ça, c'est l'utilisation qu'on voit le plus rarement. Je crois que c'est très peu utilisé. Une seconde utilisation du démembrement dans les clauses bénéficiaires, ça peut être de dire je verse les capitaux sur un compte d'épargne, un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation, et mon conjoint aura l'usufruit, ou même un bien immobilier d'ailleurs, en imposant le remploi des fonds sur un actif immobilier. Mon conjoint aura l'usufruit, donc il pourra y habiter, il pourra en percevoir les revenus s'il est mis en location. Et mes enfants en auront la nue propriété. Donc le fait d'avoir la nue propriété, ça permet de devenir plein propriétaire au moment où l'usufruit s'éteint, et en général il s'éteint au décès de l'usufruitier. Donc ça veut dire que mon bien sur lequel j'ai réinvesti les fonds de mon contrat d'assurance vie, mon conjoint a la jouissance, mais au décès de mon conjoint, c'est mes enfants qui sont plein propriétaires, automatiquement et sans impôt supplémentaire à payer. Donc ça, c'est la deuxième utilisation. Et la troisième utilisation qui est largement la plus courante, et je pense que c'est celle qu'on va approfondir aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser le quasi-usufruit. Et on parle de quasi-usufruit quand on a un usufruit sur des valeurs qui se consomment par leur premier usage. Donc de l'argent, typiquement, quand on utilise de l'argent, on le consomme. Donc on va appliquer un quasi-usufruit sur l'argent. Donc ce qui veut dire que très concrètement, dans ce troisième type de clause bénéficiaire qui est le plus courant, l'assureur verse tout l'argent au conjoint, comme s'il en avait la pleine propriété. Le conjoint usufruitier ou quasi-usufruitier peut le dépenser, l'investir librement sans avoir à rendre de compte pour une propriétaire. Et au décès du conjoint, les enfants pourront récupérer cet argent sur sa succession sans impôt à payer. Donc le fait de récupérer cet argent sur la succession, on appelle ça une créance de restitution. En fait, il faut bien s'imaginer que c'est comme si le conjoint devait de l'argent aux enfants et que cette dette était exigible qu'au moment de son décès. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas demander au conjoint de le rembourser avant son décès, bien sûr. Donc, si on observe ce fonctionnement, le conjoint est totalement... C'est ça. Et si on observe un petit peu ce fonctionnement, ça va être très proche de la clause en pleine propriété dans les faits, en tout cas dans ce que les bénéficiaires percevront, puisque le conjoint aura absolument la totalité des sommes dans la plupart des cas. Donc comme s'il les avait en pleine propriété. Et le fait de faire ça, on va voir que ça nous apporte des avantages fiscaux qui ne sont pas possibles quand la clause est en pleine propriété. Alors, si on fait tout ce montage, c'est parce qu'il y a des avantages, et j'imagine qu'ils sont fiscaux, qui s'intéressent à la préservation du patrimoine qui a été constitué. Est-ce que tu peux nous les détailler, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, juste une précision avant ça, c'est les avantages de la clause démembrée, ils ne sont pas uniquement fiscaux. Tout à l'heure, je citais le cas des enfants d'un premier lit. En faisant une clause bénéficiaire démembrée, l'avantage aussi, c'est que cette créance de restitution dont je parlais juste avant, elle bénéficiera aussi aux enfants du premier lit. C'est-à-dire qu'au décès de mon conjoint, qui n'est pas la mère ou le père de mes enfants pourront récupérer la somme qui a été versée à ce nouveau conjoint sur sa succession. Quand bien même ce ne sont pas ses héritiers directs. Donc il y a aussi des avantages civils qui existent. D'accord, oui. Mais c'est vrai qu'on l'utilise souvent aussi pour les avantages fiscaux. Et les avantages fiscaux, tout simplement, c'est qu'on va pouvoir utiliser les fameux abattements de l'assurance vie qui font tout son succès pour la préparation de la succession. Donc pour rappel, quand on reçoit des capitaux d'assurance vie, on a un abattement de 152 500 €. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas imposé jusqu'à 152 500 €. Et ensuite, les taux sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le lien de parenté.
c'est-à-dire 20% jusqu'à 700 000 euros et 31,25 au-delà. Ça, c'est pour tout ce qui a été versé avant 70 ans, sur le contrat d'assurance vie. Et pour tout ce qui a été versé après 70 ans, Ce qui reste inférieur, comme tout, hein, quoi qu'il arrive, à une succession sans qu'il y ait d'abattement. c'est ça. Parce qu'en succession, on n'a que 100 000 euros d'abattement, mais par contre, c'est un abattement qui peut s'appliquer sur tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des biens mobiliers, des actions, des biens immobiliers, des œuvres d'art, que sais-je. Alors que sur l'assurance vie, on peut transmettre que de l'argent. Mais l'abattement de l'assurance vie est plus important, Ouais. même pour les enfants qui ont l'abattement le plus large, qui est de 100 000 euros en succession, il est plus important que cet abattement-là, puisqu'il est de 152 500 euros. Et les 20% et le 31,25 sont aussi plus avantageux dans certains cas, puisque même les enfants qui bénéficient encore une fois du barème fiscal le plus avantageux sur les successions peuvent être imposés jusqu'à 45%, au-delà d'un certain montant. Donc 31,25 Exactement. c'est le maximum sur l'assurance vie. Alors que sur l'assurance vie, on reste. Voilà, c'est ça. Donc la fiscalité de l'assurance vie est très avantageuse. Et après 70 ans, on a une fiscalité, donc pour les versements qui ont été faits après 70 ans sur le contrat d'assurance vie, on a une fiscalité qui est un petit peu différente, puisque cette fois-ci, on a un abattement de 30 500 euros, mais qui doit se partager entre tous les bénéficiaires imposables, et qui donc est beaucoup moins important. Donc l'avantage de la clause bénéficiaire de Vendée là-dedans, c'est que cet abattement de 152 500 euros, qui ne serait pas utilisable sur une clause en pleine propriété, puisque les enfants ne seraient pas bénéficiaires du contrat d'assurance vie, en tout cas pas directement, on va pouvoir l'utiliser et l'appliquer sur la créance de restitution qu'il aurait donnée. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, et puis il y a plein de spécificités, on pourra en parler pendant très longtemps, mais ce qu'on va recevoir de l'assurance vie, imaginons je reçois 150 000 euros en cas d'usufruit, je suis le conjoint, et puis il y a un enfant qui en reçoit la propriété. On va regarder le fameux barème fiscal dont je parlais tout à l'heure, mais on va me dire, bon bah, ton usufruit il vaut 30%, donc fiscalement il vaut 30%, et puis la propriété vaut 70%. Ce qui veut dire que sur les 150 000 euros de l'assurance vie qu'on reçoit, que moi je reçois en usufruit et que l'enfant reçoit en propriété, moi je vais être imposable sur 30% de 150 000 euros, et mon enfant ou l'enfant de mon conjoint plutôt, va être imposable sur 70% de 150 000 euros. Le fait est que pour appliquer la fiscalité de l'assurance vie, on va faire... Alors, le conjoint il sera imposable sur 30% de 150 000 euros, j'ai dit, hein, mais à savoir qu'il est exonéré. Donc, dans tous les cas, sa base taxable serait de 30%, mais son impôt réel est de 0 euros puisqu'il est exonéré à 100%, quel que soit le montant. Il est exonéré. Et le fait est que pour calculer l'abattement disponible pour les enfants, là, je suis toujours dans l'assurance vie avant 70 ans parce que c'est le cas le plus large. Et puis, ce serait compliqué de rentrer dans les détails, toutes les fiscalités qui existent dans l'assurance vie. Mais mon enfant, l'abattement de 152 500 euros auquel il aurait le droit ne peut pas s'appliquer entièrement parce qu'on va appliquer le même barème sur son abattement. Donc il aura le droit qu'à 70% de 152 500 euros. Mais c'est toujours mieux que zéro, donc c'est pas mal. Et après, il faudrait élargir sur qu'est-ce qui se passe quand il y a d'autres contrats en pleine propriété à côté qui désignent les mêmes bénéficiaires, etc. Mais c'est un sujet un petit peu compliqué. On ne va pas trop rentrer dans le détail. L'idée, c'est vraiment de comprendre les principes et comment ça fonctionne et quels sont les avantages. Et effectivement, comme tous les montages, il faut s'adresser à des professionnels pour les mettre en place, parce qu'il y a toujours des spécificités et des complexités. Alors, donc, on a vu les avantages. Maintenant, évidemment, il y a des inconvénients, il y a des risques, forcément comme dans tout. Est-ce que tu peux nous en dresser un petit peu le tableau ? Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs désavantages. La clause bénéficiaire de Vendée, c'est pas quelque chose de magique. Je pense que si c'était magique, on le verrait beaucoup plus souvent. Mais je pense que ça vaut quand même le coup qu'on le voit plus souvent que ça. Alors, le premier inconvénient, je pense qu'on peut commencer par le souscripteur du contrat d'assurance vie. Il y a un risque pour lui, qui est que si, au moment de son décès, l'usufruitier et les propriétaires ne font pas enregistrer cette créance de restitution, le risque, c'est qu'elle soit oubliée et qu'au final, cette stratégie patrimoniale ne servira à rien puisqu'on ne sera pas en mesure de prouver au décès du quasi-usufruitier qu'il y avait bel et bien une créance de restitution à récupérer pour les propriétaires. Parce que ce second décès peut arriver des années après, voire des dizaines d'années après, dans certaines situations. Donc, le risque, voilà, c'est que les bénéficiaires, déjà, n'enregistrent pas cette créance de restitution, en tout cas ce démembrement sur ces fonds, et que du coup, la stratégie servira à rien. Donc ça, c'est le premier risque. C'est un risque qu'on peut facilement réduire, et on verra comment après.
Le second risque, va y avoir un risque pour le nu propriétaire sur la clause en quasi-usufruit. Le risque pour le nu propriétaire, ce serait que le conjoint qui a reçu tous les capitaux en quasi-usufruit, il dépense tout. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, il a la liberté pour le dépenser, pour l'investir. Si il dépense tout et que dans son patrimoine, il n'y a plus rien au moment de son décès, ce sera compliqué pour la nu propriétaire de récupérer une créance, parce que par définition, il n'y aura rien. On ne peut pas récupérer une créance sur rien, donc ça risque d'être une perte pour la nu propriétaire. Donc il y a une question aussi de confiance pour le conjoint usufruitier. En général, quand le patrimoine n'est pas très élevé, on ne propose pas une clause bénéficiaire démembrée justement pour ça. C'est aussi un risque qu'on peut éliminer, on verra comment après. Et je dirais que le troisième risque, de passer pour le dernier là qui nous manque, c'est pour l'usufruitier, l'usufruitier qui bénéficie d'une protection moins importante que si les fonds étaient aussi en pleine propriété, parce qu'on a un article du Code civil, l'article 1094-3, qui permet au nu propriétaire d'obliger le conjoint à faire remploi des capitaux. Alors, le faire remploi des capitaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre fin au quasi-usufruit. Donc, l'usufruit ne s'appliquera plus sur des actifs consomptibles, on dit. Donc, c'est ces fameux actifs qui se consomment par leur utilisation. Donc, l'argent, pour être très clair. Et de le forcer à utiliser cet argent pour investir sur un bien financier ou immobilier qui, lui, sera soumis à un usufruit classique. Donc, il ne pourra pas se consommer avec son utilisation. Donc, si je prends un exemple très clair, c'est ma belle-mère a reçu des capitaux en quasi-usufruit, donc elle a reçu tout l'argent sur son compte. Moi, je peux la contraindre de utiliser ces fonds pour acheter un bien immobilier qui, lui, sera démembré. Et donc, elle, son droit d'usufruit ne s'appliquera que sur le fait de pouvoir habiter le logement ou le mettre en location et percevoir les revenus. Donc, il y a quand même une protection qui est moins importante pour le conjoint que, d'ailleurs pour le conjoint ou pas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la clause bénéficiaire peut désigner un usufruitier autre que le conjoint, même si c'est pas le cas le plus fréquent. Oui. Il y a quand même un risque pour l'usufruitier d'être moins protégé qu'avec une clause en pleine propriété. Et je pense que c'est important de le rappeler. Donc 3 risques. Un risque pour le souscripteur, un risque pour les nu propriétaires, le ou les nu propriétaires, et puis un risque pour le ou les usufruitiers, ou les quasi-usufruitiers. Tu nous as tendu la perche, tu nous as présenté tous ces risques. Maintenant, quelles sont les solutions? Comment s'en protéger si on veut quand même bénéficier de l'avantage de ces clauses bénéficiaires en démembrement? Comment se protéger de tous ces inconvénients? Oui, c'est pas parce qu'il y a des inconvénients ou des risques qu'il ne faut pas le faire. Hein. Nous, c'est quelque chose qu'on propose assez régulièrement. Et il y a des manières de réduire ce qu'on présente ici comme un risque. Donc, je vais reprendre dans l'ordre. On m'a dit que le souscripteur, il y avait un risque que les enfants ou les usufruitiers, les propriétaires ne fassent pas enregistrer le démembrement. Donc, n'est pas la preuve oui, ils l'ont oublié. qu'il y ait une créance de restitution. La première chose à faire, et ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on l'écrit dans la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Je conseille au nu propriétaire et au quasi-usufruitier de faire enregistrer la créance de restitution chez un notaire via une convention de démembrement, par exemple. Donc ça, c'est un acte qui se fait chez le notaire et qui organise la manière dont va s'organiser ce démembrement pendant la durée où il va dire. Juste pour bien comprendre, donc, dans la clause bénéficiaire de l'assurance vie, on va insérer un petit texte, un petit message, tout simplement, qui sera à destination donc des nus propriétaires et de l'usufruitier, qui va expliquer qu'il faut faire enregistrer chez le notaire le cas usufruitier. C'est ça. C'est bien ça? D'accord. Et à partir de là, c'est au nu propriétaire à faire la démarche d'aller chez son notaire pour faire valider cet acte. Le nu propriétaire et l'usufruitier vont y aller ensemble. Ils vont y aller ensemble et puis ils vont procéder vraiment chez le notaire. Ça demande une bonne entente entre le nu propriétaire et l'usufruitier au moment du décès pour que ça se passe normalement. Il y a des conditions pour que tous les deux se rendent chez le notaire. Est-ce que l'un peut refuser? Non, ils vont pas refuser. En revanche, c'est vrai qu'on va pas proposer une clause bénéficiaire démembrée dans une famille où les gens s'entendent mal. Parce que ça implique de rester en contact entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Il y a des craintes que l'usufruitier dépense tout, il y a l'usufruitier qui peut être contraint par les propriétaires de faire certaines choses. C'est vraiment quelque chose à déconseiller quand on sait que la famille s'entend mal.
Après, comme tu le dis, la mauvaise entente peut arriver au moment du décès, hein. Donc, au moment où on rédige la clause bénéficiaire, on s'entend bien. Et au moment où je décède, bah là, il y a des conflits, et c'est à partir de là que commence à y avoir des conflits. Donc là, on va voir comment on peut protéger chaque partie en essayant de réduire les risques que chacun a, justement, les propriétaires et les usufruitiers. Et c'est pour ça que D'accord, il me tarde de... le nu propriétaire, on va commencer par eux, par les enfants. Les nus propriétaires, la première protection qu'ils ont, parce qu'on disait que le risque pour eux, c'était que le conjoint dépense tout et qu'il ne reste plus rien à récupérer dans la succession. Donc soit on peut prévoir dans la clause bénéficiaire la situation 2 que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de quasi-usufruit, mais il y aura un dénombrement classique, parce qu'il y aura remploi des sommes sur un actif. Soit quand il y a quasi-usufruit, les nus propriétaires ils peuvent se protéger tout simplement en ayant conscience qu'il y a cet article 1094.3 du Code civil qui existe et qui peuvent contraindre l'usufruitier à faire emploi des sommes sur un actif non consomptible. Alors, une précision sur cet article-là, c'est qu'il est d'ordre public, c'est-à-dire que même, parce que je le vois souvent, même si dans la clause bénéficiaire, on nous dit l'article 1094.3 ne s'appliquera pas, on ne peut pas aller à l'encontre, donc c'est-à-dire qu'il s'appliquera quand même. Donc ça, c'est un article d'ordre public, on ne peut pas faire, pour les petits malins qui voudraient le prévoir. Voilà, c'est ça. D'accord, si on va lire l'article, il commence par nonobstant toute stipulation contraire, donc c'est assez clair qu'on ne peut pas faire... on ne peut pas stipuler à l'encontre de cet article. Et ce qui est très intéressant, c'est comment on protège le conjoint usufruitier, parce que souvent c'est plutôt ça la problématique. C'est je veux optimiser ma fiscalité pour mes enfants, mais le plus important c'est quand même de protéger mon conjoint et qu'il ait de quoi vivre après mon départ. Et donc pour ça on a plusieurs solutions. La première solution, ça va être de mettre en place ce dont tu parlais dans ton dernier podcast, c'est-à-dire une clause à option avec démembrement. C'est-à-dire qu'on peut très bien laisser le choix au conjoint de faire ce qu'il veut au moment du décès. Ça, s'il y a un conflit qui est né à ce moment-là, le conjoint il pourra adapter la clause comme il le souhaite et récupérer tous les fonds en cas de propriété. Donc là, c'est très simple, c'est souvent on dit une clause, soit le conjoint récupère 100% en pleine propriété, donc toute la propriété du capital, soit il prend 50% en pleine propriété et 50% en quasi-usufruit en démembrement, soit il prend tout en démembrement. En fait, on lui ouvre plusieurs options et on lui laisse choisir l'option qui lui correspond mieux, qui correspond mieux à sa situation et à ses besoins au moment du décès du souscripteur. Donc ça, c'est une solution. Donc on combine la clause à option qui laisse le choix finalement, qui permet de laisser le choix au conjoint de choisir, avec la possibilité de démembrer ou pas démembrer finalement les sommes qui vont être versées. Exactement. Voilà, si je comprends bien, ça se résume comme ça. Et comme ça, on prévoit un petit peu tous les cas où la famille elle ne s'entend pas bien, pour pouvoir bénéficier au maximum des avantages de ce dispositif. Exactement. Et ça, c'est dans le cas où il y a un risque de mésentente, souvent dans les familles recomposées, où on se dit, la situation peut quand même évoluer dans le mauvais sens, et le conjoint est un petit peu inquiet, et on veut lui laisser la possibilité de vraiment... faire sa protection à la carte en fonction de ses besoins. Donc là, c'est la solution parfaite. C'est la clause démembrée à option, où il pourra faire absolument ce qu'il veut sur le contrat d'assurance. D'accord. C'est super clair, ça combine les deux émissions. Bravo. Je crois qu'on a vu tous les mécanismes de protection. Effectivement, la dernière solution que tu proposes permet de laisser le choix au moment du décès, d'activer ou de ne pas activer des solutions de démembrement. Maintenant, si on souhaite mettre en place ce mécanisme, voilà, donc je possède une assurance vie, donc j'ai prévu une clause tout à fait standard. Maintenant, je serais intéressé par mettre des choses un peu plus spécifiques pour la transmission de mon patrimoine. Comment je fais pour le mettre en place, avec qui, et quelles sont les dispositions à prendre? La façon la plus simple de le mettre en place, je dirais que c'est avec ton CGP, avec ton conseiller en gestion de patrimoine, au moment de la structure du contrat d'assurance vie ou plus tard, puisque c'était déjà dit dans les podcasts d'avant, mais je le répète, on peut changer de clause bénéficiaire quand on le souhaite et en envoyer un simple courrier à l'assureur. Ton CGP, il peut mettre en place cette clause bénéficiaire en t'accompagnant, et si lui, il n'a pas de modèle de clause bénéficiaire démembrée, il peut le demander à l'assureur. Je crois que, si je dis pas de bêtises, tous les assureurs ont des modèles de clause bénéficiaire démembrée,
qu'ils peuvent envoyer au CGP et qui sont utilisables dans leur contrat d'assurance vie tel quel. Donc ça, c'est la première solution. L'inconvénient de cette solution, ça va peut-être être que la clause bénéficiaire démembrée de l'assureur, elle va être très standard, donc elle va être la même pour tout le monde. Si tu veux une clause bénéficiaire vraiment rédigée selon tes besoins et vraiment faite pour toi, tu peux demander à ton CGP, si il a les compétences pour le faire, de rédiger ta clause bénéficiaire. Tu peux demander à ton CGP de faire appel à la bienveillance financière pour le faire pour lui. Là, je gagne un petit peu une petite publicité pour mon entreprise. Et tu peux aussi aller chez ton notaire. Oui, n'hésite pas. Et tu peux aussi aller chez ton notaire, et le notaire peut rédiger une clause bénéficiaire de l'envoi, l'enregistrer chez lui, chez le notaire, et la clause bénéficiaire de ton contrat d'assurance vie sera se référer à la clause déposée chez mon notaire. Donc il y a plusieurs manières de la mettre en place, mais en général, il n'y a rien de très compliqué là. Je pense que le plus compliqué, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas mettre quelque chose en place si on n'a pas... Donc le notaire, le CGP, l'assureur avec lequel les CGP fonctionnent, souvent ils ont des ingénieurs patrimoniaux à demeure, effectivement. Et sinon, la bienveillance financière, effectivement. Exactement. On ne l'oublie pas. Exactement. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. Je te remercie beaucoup, Basile. Et à bientôt. Très bientôt, au revoir. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.